Certains lieux de la Grande Guerre ont eu le malheur de se trouver sur des positions particulièrement stratégiques. Parce qu'il fallait les conquérir ou les défendre coûte que coûte, on y a écrit des pages d'histoire tragiques, étranges et parfois même invraisemblables. Été 1914. Les déclarations de guerre tombent en cascade. Après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, le jeu des alliances entraîne la planète entière dans la guerre. Les états-majors sont alors persuadés que le conflit ne va durer que quelques mois. Personne n'imagine que les combats vont s'enliser sous la mitraille et les obus dans des fossés de fortune. Plus de 1500 jours d'affrontements qui marquent à la fois les hommes et les territoires. Comme dans cette grotte picarde, au nom mythique, la caverne du dragon. Pour quelle raison le face-à-face entre soldats allemands et français y sera-t-il si particulier? Cette période dans la caverne du dragon est un moment à part dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Nombreux sont les sites où subsistent des traces des plus étonnantes. Ainsi en Alsace, qu'est-ce qui a poussé les Allemands à construire le plus grand fort au monde? Plus au nord, pourquoi trouve-t-on des inscriptions néo-zélandaises dans les sous-sols de la ville d'Arras? Ici, on peut lire Kia Ora, donc en maori, bienvenue. Que s'est-il donc passé dans la Meuse pour qu'un village disparaisse intégralement et que pendant près de 4 ans, on vive dans la peur sur une butte de 200 mètres de large? L'anxiété, elle est permanente dans la mesure où, à tout moment, on pouvait disparaître. Dans la même région, au fort de Vaux, pourquoi des soldats allemands en arrivent-ils à rendre les honneurs à des soldats français proches du suicide? On en arrive à un état de démence, dans le sens où notamment les soldats blessés demandent à ce qu'on les achève. Un siècle plus tard, les stigmates de 14-18 sont encore largement visibles. Mais connaissez-vous vraiment les terribles histoires qui se cachent derrière ces murs et dans ces souterrains à l'importance capitale? À 2 pas de l'actuelle frontière allemande, c'est l'un des lieux les plus stratégiques de la guerre 14-18. Et pourtant, c'est un site assez méconnu. Dans la plaine d'Alsace, à 25 km de Strasbourg, voici le fort de Mutzig. Ouvrage conçu intégralement par les Allemands, ouvrage absolument hors norme. Pourquoi l'état-major allemand a-t-il concentré autant de moyens en cet endroit précis, faisant de cet ouvrage une fortification à la puissance de feu phénoménale? À supposer que les Français soient conscients du monstre d'acier qui leur fait face, pour quelle raison envoient-ils des soldats aux abords du fort à l'été 1914? Quel rôle capital le fort de Mutzig a-t-il donc vraiment tenu pendant la Grande Guerre? Immersion dans les coulisses surprenantes d'une forteresse d'exception. Pas vraiment de remparts ni de fossés. Des formes étonnantes ici et là. Pourquoi le fort de Mutzig est-il si différent des ouvrages de l'époque? D'ailleurs, quand sa construction commence en 1893, les plans sont ceux d'un fort tout à fait classique au départ. Au bout de 2 ans de construction, on abandonne littéralement cette manière de faire, puisqu'entre-temps, on a développé des ballons captifs qui permettent d'observer le terrain depuis la voie des airs. L'observateur arrive très bien à diriger ses tirs d'artillerie sur cette petite surface et ces forts sont devenus des pièges à obus. En cette fin de 19e siècle, la découverte d'explosifs beaucoup plus puissants bouleverse un peu plus l'art de la guerre. Pour éviter de construire un fort déjà obsolète, les Allemands vont concevoir un ouvrage révolutionnaire. On supprime le fossé et donc on sépare les différentes fonctions qui sont embarquées dans un seul ouvrage, dans des ouvrages séparés les uns des autres, beaucoup plus petits, enterrés, reliés par des galeries souterraines, ce qu'on appelle une Feste en allemand. On va répandre le tout en gros sur 24 hectares, à comparer sur les anciens forts qui faisaient 2 à 3 hectares. C'est une toute autre échelle. Le fort de Mutzig pouvait accueillir jusqu'à 8000 hommes. Soit 8 fois plus que les plus grands forts de l'époque. En 1914, cette ville garnison de 8000 habitants se fait plutôt discrète, car en fait, l'essentiel se passe sous terre, dans un espace de 40 000 mètres carrés,
où l'on a absolument tout prévu. Comme ces immenses cuisines, il y en a 16 dans le fort. Et étrangement, on s'y active seulement la nuit. On est obligé de cuisiner la nuit parce que l'ennemi peut repérer les ouvrages grâce à la fumée générée par la cuisson. Donc on prépare la viande, les légumes. À la fin de la nuit, on transfère ces deux composants dans le premier appareil qui est doté d'un bain-marie qui, lui, permet de maintenir cette nourriture à chaud que l'on distribuera donc le lendemain à la troupe. Des repas chauds, loin du front et de ces terribles tranchées. Pour autant, à Mutzig, ce n'est pas la vie de château. Vous êtes ici dans une chambre de troupe qui héberge 24 hommes. Ces hommes vont avoir à disposition 1 mètre carré par personne. Ils vont passer le plus clair de leur temps dans cette chambre-là. Alors ici, on vit dans des conditions extrêmement pénibles. Vous avez l'humidité, vous avez la promiscuité, vous avez les odeurs, vous avez le bruit de la ventilation. Tout ça, ça crée des conditions assez désagréables. Au milieu du fort et de ses 300 chambres de troupes, il existe une pièce unique. Et une pièce, une fois de plus, révolutionnaire pour l'époque. Vous êtes dans la salle d'opération de l'abri numéro 16. C'est ici qu'on opère les blessés graves. C'est une révolution technologique. Avant Mutzig, on évacuait les blessés vers les hôpitaux. Et ici, pour la première fois, on décide d'opérer sur place pour sauver la vie, puisque la durée de transport les condamnait à mort dans la plupart des cas. On a beau être en avance sur son temps à Mutzig, question médecine d'urgence, on doit encore se contenter des vieilles méthodes. Alors l'anesthésie était rudimentaire. Le seul produit dont il disposait, c'est l'éther, qui est très difficile à doser. Pour l'appliquer, on imbibait le coton et on l'appliquait sur le visage qu'on fixait avec des élastiques. La scie, pour couper les membres endommagés ou blessés, est le seul moyen dont on disposait depuis des siècles, et cette technologie n'a pas encore évolué à ce moment-là. Les souterrains de Mutzig n'en finissent pas de surprendre. Dans ce fort à la pointe du progrès, quelle autre prouesse technologique a-t-on déployé? Nous sommes là dans la centrale électrique qui a été construite à partir de 1913. C'est la 4e centrale du fort de Mutzig. C'est tout à fait exceptionnel. C'est le premier fort électrifié au monde et il va servir de prototype pour la généralisation de l'industrie électrique. Strasbourg n'est pas électrifié avant Mutzig. Un fort mieux loti que la grande ville d'à côté et le fleuron de l'industrie allemande mise à contribution. Que ce soit pour des moteurs diesel dernière génération ou des pétrins électriques, à Mutzig, on a vu grand, très grand même. Au départ, on avait budgétisé 5 millions de marks or. On en a dépensé plus de 15. En tout, ça représente entre 200, 300, 350 millions d'euros. C'est difficile à évaluer précisément. Pourquoi une telle débauche de moyens concentrés dans un seul fort, dans ce secteur géographique en particulier? La réponse se trouve dans le vaste plan d'attaque élaboré par les Allemands à la veille de la Grande Guerre, le plan Schlieffen. Et dans ce scénario d'attaque, le fort de Mutzig constitue une pièce maîtresse. Sa mission était de barrer la plaine d'Alsace, c'est-à-dire empêcher toute possibilité française de franchir le verrou Mutzig-Strasbourg pour contrecarrer le plan allemand, Schlieffen. Et finalement, en barrant la plaine d'Alsace en direction du sud, à la hauteur de Strasbourg, en construisant le fort de Mutzig, les Allemands vont économiser en gros 5 corps d'armée qui vont pouvoir participer à leur offensive majeure. À l'heure où les tensions montent en Europe et que la guerre se prépare, les Français ont-ils connaissance de cet ouvrage? Et surtout de sa puissance hors norme? Un chantier pareil qui a occupé plusieurs milliers de soldats pendant 20 ans et de civils, on va être capable de faire rentrer dans ces équipes de travailleurs des agents de renseignement. 3 plans d'espionnage français sont relativement précis sur ce qui se passe sur le fort. Avant la guerre, ils savent qu'il est imprenable. Pourtant, en août 1914, des soldats français vont s'approcher du fort. Pendant ce qu'on appelle la bataille des frontières, ce court moment où les Français réussissent à s'infiltrer dans le territoire germanique. Comme les Allemands se replient, ils se replient jusqu'à Mutzig.
Lancés à la poursuite d'Allemands désormais retranchés derrière le fort, les Français remontent la vallée de la Bruche, l'une des deux voies naturelles qui mènent à Strasbourg. Et va arriver un ordre étrange de l'état-major français, c'est d'aller faire des destructions sur la voie ferrée à Urmat. Les troupes françaises vont arriver à hauteur de la portée de tir des canons de Mutzig. Les soldats français sont alors en plein territoire ennemi, dans cette Alsace occupée depuis la guerre de 1870. Et ce n'est pas du goût de l'état-major allemand, qui demande au fort d'ouvrir le feu. L'armée française ne possède aucun canon qui tire à cette distance-là. Par contre, le fort, lui, va tirer le 18 août pour dire on est là, essayez donc d'attaquer. Ce 18 août 1914, le fort de Mutzig crache près de 300 obus en à peine 1 heure. Pas besoin de plus. Dès le lendemain, les Allemands lancent une contre-offensive victorieuse. Il n'y aura plus jamais d'incursion française dans la vallée. Le fort de Mutzig restera muet pendant tout le reste du conflit et sera même abandonné par les Allemands à la fin de la guerre. Avec un seul combat livré en 4 ans, on pourrait douter de l'intérêt de cet ouvrage conçu à prix d'or. Et pourtant, sans la construction de ce fort, il y aurait eu avec certitude une offensive française en Alsace. L'objectif, c'est de monter dans la plaine du Rhin pour contrecarrer le plan allemand. Autrement dit, Strasbourg est assiégée, bombardée, la bataille de Verdun se serait jouée autour de Strasbourg. Histoire fiction, mais sans la construction de ce fort, c'était tout à fait imaginable. « 1914, le département de la Meuse est aux premières loges de l'offensive allemande. Et dans celle que l'on appellera la Grande Guerre, c'est un petit village qui va être l'objet de toutes les mauvaises attentions. Le village de Vauquois, joliment perché sur une colline. Pourquoi des rails de chemin de fer s'enfoncent-ils profondément dans les flancs de cette colline? Que se cache-t-il dans ses entrailles? Comment le village a-t-il disparu intégralement, remplacé par un paysage cabossé, une terre qui semble rongée de l'intérieur? À Vauquois, c'est une guerre bien particulière qui s'est déroulée, violente et meurtrière comme ailleurs. Mais ici, pendant 4 ans, on a vécu l'une des batailles les plus anxiogènes de 14-18, une synthèse de toutes les atrocités de la Grande Guerre. 3 septembre 1914, l'arrivée des troupes allemandes est imminente. Les 168 habitants du village sont sommés de quitter les lieux au plus vite. On charge la grand-mère dans le chariot, les enfants, le matelas, on prend quelques jours de vivres, on ferme à clé la porte de la maison et on se sauve. Leur maison, les habitants de Vauquois ne les reverront plus jamais, car ce village va devenir un concentré de la folie dévastatrice des hommes. Par quelle malédiction? Tout simplement parce que ce village a eu le malheur de se trouver à 290 mètres d'altitude. C'est un observatoire exceptionnel, c'est un observatoire à 360 degrés. Donc Français et Allemands, bien sûr, tiennent absolument à tenir cet observatoire, dans la mesure où au début de la guerre, on a très peu d'aviation, d'où l'importance de tenir les points hauts. Vauquois est un observatoire de choix sur toute la région, mais il est surtout sur l'un des axes les plus importants de la guerre 14-18. Car situé à moins de 10 km de cette butte, à portée de tir de canon, il existe des tiges d'acier qui valent de l'or. Ce sont les rails qui le relient à la place forte de Verdun, à Paris. Donc on voit jusqu'à 7 km comme ça, il n'y a pas d'arbres à l'époque. Et surtout on entend les trains et les canons allemands peuvent tirer et couper la voie de chemin de fer. Couper la voie de chemin de fer, c'est réduire Verdun à rien, puisque les 80 000 hommes de Verdun n'auront plus de ravitaillement. En 5 mois, 6 mois de temps, c'est fait. On n'en parle plus. La guerre est gagnée pour les Allemands. Comment éviter un tel scénario alors que les Allemands s'emparent facilement du village de Vauquois dès le 3 septembre 1914? Et on veut reconquérir cette butte. Obligé, stratégiquement on est obligé. Et là on va monter à l'assaut. On part à l'assaut avec la fameuse tactique de l'époque, l'offensive à outrance. On monte à l'assaut devant un mur de balles, parce que les mitrailleuses lourdes allemandes, elles sont embusquées. C'est un massacre. On s'enfourche à la baïonnette, on se sert même de son fusil baïonnette comme un javelot
afin d'atteindre l'adversaire le premier. On se bat à coups de pelle dans la figure. On a le témoignage d'un soldat allemand, d'ailleurs, qui préconise à ses camarades d'aiguiser la lame de sa pelle portative, parce qu'au corps à corps, ça fracasse les têtes. Offensive et contre-offensive se succèdent. Au fil des jours, les quelques 200 mètres de large de la butte se transforment en un champ de cadavres en décomposition. On ne peut pas aller chercher un copain. Le gars qui va chercher un copain, il va se prendre une balle, il va devenir cadavre lui-même. Donc ça va durer toute l'année 15 et voire 16. Les Français l'auront chèrement payé, mais ils ont finalement réussi à établir des tranchées sur le versant sud de la colline. Les Allemands, eux, occupent le versant nord. Entre les deux, à peine quelques dizaines de mètres. On s'invective, on se tire dessus. Et au bout de quelques mois, on se rend bien compte que ce face-à-face est stérile. Quelle solution les états-majors vont-ils pouvoir trouver pour faire basculer cette bataille? En fait, ils vont faire appel à une vieille technique militaire. On est conscient, tant du côté allemand que du côté français, que ces offensives, plus ou moins menées avec plus ou moins bien de préparation, n'aboutissent à rien. On ne passe pas. On ne passe pas ni d'un côté ni de l'autre. Ça ne sert à rien puisqu'on veut percer. Les Allemands veulent aller à Paris, nous on veut aller à Berlin. On veut percer, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on va réinventer? Mais la vieille guerre de Vauban ou alors des Gaulois, la guerre des mines. En quoi consiste donc cette mystérieuse guerre des mines? Pour le comprendre, il faut s'enfoncer dans les entrailles de la butte. Cheminer dans une sorte de termitière géante voulue par les Allemands, qui veulent tenir à tout prix cette position stratégique. Le général Fulmudra, donc, qui commande les troupes allemandes ici à Vauquois, son ordre premier, c'était qu'il fallait bien sûr que les troupes allemandes s'enterrent. Et ici, donc, à Vauquois, ce sont 17 km de galeries, ce sont 184 salles. Salles, c'est chambres, cuisine, infirmerie, dépôt d'hiver, gare souterraine, salle des machines. En fait, un complexe qui était conçu initialement pour recevoir jusqu'à environ 2200 hommes. Alors c'est une promiscuité effroyable. Ils couchent comme dans les sous-marins. Hein. Le gars se lève, l'autre prend sa place, ainsi de suite. Ils sont toujours habillés, toujours chaussés, toujours prêts à attaquer et à recevoir l'ennemi s'il arrive. À Vauquois, certains soldats vont tenir un rôle capital. Côté français, on les appelle les sapeurs. Côté allemand, les pionniers. Qui sont-ils? En fait, ce sont des mineurs de profession. Et leurs armes à eux, ce ne sont pas des fusils, mais des pioches et des sacs d'explosifs. Les pionniers allemands vont aller en direction des positions françaises à différentes hauteurs et ils vont creuser une galerie d'assaut. Ils vont aller le plus près possible du secteur français, ils vont passer sous le secteur et ils vont faire une chambre à poudre, un fourneau de mine, qu'ils vont bourrer d'explosifs et quand c'est prêt, on fait sauter. Le résultat en surface, des cratères géants. À chaque mine, l'adversaire répond par une mine plus puissante. Au paroxysme de cette guerre, les Allemands feront exploser une charge de 60 tonnes, dont la déflagration est ressentie 10 km à la ronde, creusant un trou de 25 mètres de profondeur. Sous terre, pionniers et sapeurs travaillent jusqu'à 12 heures d'affilée, dans des boyaux de plus en plus étroits, de plus en plus profonds, de plus en plus dangereux. L'anxiété, elle est permanente dans la mesure où, au fur et à mesure que cette guerre des mines avance dans le temps, on s'y adapte plus ou moins. On va procéder à des écoutes pour localiser sous terre l'adversaire. À partir du moment où on l'avait localisé, l'adversaire pouvait creuser une galerie pour arriver sous la galerie et ensuite de l'exploser, ce qu'on appelait une contre-mine ou un camouflet. Donc, ces gens qui creusent vont se trouver dans une cloche et puis ils vont être enfermés. Ça va être une mort qui va être effroyable. Ils vont être enterrés vivants. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est indicible. Les mois, les années défilent à Vauquois. Le conflit atteint un tel degré d'absurdité que Français et Allemands finissent par faire exploser des charges à heure fixe, comme pour éviter de surprendre l'adversaire tout en montrant qu'on est là. On est conscient, surtout à partir de 1917, que cette guerre des mines, en fait, elle n'apporte plus rien. On ne gagne pas de terrain. En fait, ça devient plus une guerre psychologique qu'une guerre offensive.
Après la bataille de Verdun et sa célèbre noria de camions qui ravitaille la région, la ligne de chemin de fer a perdu de son intérêt stratégique et Vauquois aussi par la même occasion. Pourtant, le destin s'acharne. Le village a beau avoir été englouti par la guerre des mines, la butte est à nouveau ciblée le 26 septembre 1918. Très tôt le matin, à 2h30 du matin, c'est un formidable déclenchement de tirs de canons, d'artillerie sur Vauquois. C'est entre 70 000 et 75 000 projectiles qui vont écraser à nouveau Vauquois. Qui sont les responsables de ce déluge d'artillerie? Les troupes américaines arrivaient en renfort. Car sur la route de leur grande offensive autour de Verdun, il y a la butte de Vauquois. Et sur cette butte, 200 soldats allemands prêts à résister jusqu'au dernier. Après ce formidable bombardement, les troupes américaines contournent la butte à bord de petits chars français, les petits chars Renault FT-17, prennent à revers les quelques poches de résistance allemande, et on va dire au début de matinée, Vauquois est pris et Vauquois est dépassé par les troupes américaines. 4 ans de guerre, 500 explosions, un village disparu et 14 000 morts. Voilà le triste bilan d'une bataille au gain militaire inexistant. Une bataille acharnée, dont le théâtre aura été une simple petite colline de la Meuse. Autant le village de Vauquois s'est trouvé malgré lui au cœur des combats, autant le fort de Vaux, situé à une trentaine de kilomètres de là, aurait dû y être préparé. Pourtant, à l'hiver 1916, c'est loin d'être le cas. Pour quelle raison ce fort n'est-il pas prêt à assurer sa mission, à savoir défendre le verrou stratégique de Verdun? Comment ce fort réussit-il malgré tout à tenir tête à toute une armée avec des moyens quasi dérisoires? Derrière ces murs de béton aux larges cicatrices, jusque dans les profondeurs de ces sombres souterrains, voici le récit de l'une des pages les plus héroïques de la guerre 14-18. « 21 février 1916, jour de sinistre mémoire pour toute la région de Verdun. Les Allemands lancent une offensive massive. Chaque jour, c'est une pluie de 150 000 obus qui se déversent alentour. Du côté allemand, on emploie l'expression Trommelfeuer, c'est-à-dire ce déluge de feu qui doit écraser complètement les premières lignes de défense françaises et assez rapidement amener les Allemands aux abords de Verdun. Donc, si les Allemands veulent aller plus loin, il faut prendre le fort de Vaux. Face à ce déluge de feu, le fort de Vaux est rapidement défiguré. Mais heureusement, les fondations résistent. La bande rouge, ça, c'est le code couleur qui veut dire que vous êtes dans une partie bétonnée. Le fort est construit en pierre, bien sûr, au début, ce qui date des années 1880, mais on l'améliore tout le temps. Quand c'est la guerre, il est couvert d'une couche de béton de 2,5 mètres. L'intérieur est quasiment intact. Il y a très peu d'endroits où, comme derrière moi, on voit des impacts. Donc ici, ça, c'est probablement un obus de 75 qui est pénétré. Ce fort est encore debout parce qu'on s'est aperçu que ce béton spécial, qui est fait de granit solide mélangé au ciment, procure une capacité de résistance extrêmement importante qui résiste au plus gros calibre français, le 400, et au plus gros calibre allemand, le 420. La structure tient le choc, mais le fort de Vaux a un talon d'Achille, et les Allemands le connaissent. Ce sont les effectifs. Lorsque débute la bataille, eh bien, comme tous les forts autour de Verdun, le fort de Vaux a une garnison de quelques dizaines d'hommes, pas plus. Ces hommes ne sont pas des troupes d'élite en plus, ce sont des soldats assez âgés qu'on appelle des territoriaux. Au début de la guerre, le réseau de fortifications autour de Verdun a effectivement été dépouillé de ses soldats pour regarnir en urgence le front. Le 1er juin 1916, quand les Allemands encerclent le fort, qui sont donc ces hommes qui s'interposent? Les abords du fort sont défendus de manière extrêmement vaillante par différentes unités. Par exemple, le 142e régiment d'infanterie qui défend les tranchées aux abords du fort.
De nombreux restes d'unités sont en fait repliés autour de Vaux face à l'offensive allemande. Mais malgré leur résistance farouche, les Français finissent par abandonner les parties extérieures du fort. Les Allemands arrivent relativement facilement à arriver sur le dessus du fort pour deux raisons principales. La première, c'est que l'artillerie française est bien muselée par l'artillerie allemande qui a le dessus à ce moment-là en particulier. La deuxième, c'est que la tourelle avec ses 2 canons de 75 qui auraient dû permettre justement d'éviter cette situation a été lourdement endommagée par les bombardements du début de la bataille de Verdun. Retranchés à l'intérieur, inférieurs en nombre, comment les Français vont-ils tenir alors que les Allemands pénètrent dans les souterrains? Ici, on est dans une galerie qui va devenir la première galerie de combat lors de l'assaut du fort de Vaux par les Allemands. Les galeries sont assez étroites, comme vous pouvez le voir. Les Français vont pouvoir opposer seulement des barrages de sacs de sable et quelques mitrailleuses face aux assauts allemands qui sont assez violents. Des combats qui sont absolument dantesques, à la mitrailleuse, à la grenade, au lance-flammes, dans une atmosphère complètement saturée de poussière, de gaz d'explosion, et dans une atmosphère qui est absolument irrespirable. Les blessés sont partout dans les couloirs, l'infirmerie ne suffit largement pas. Et quant aux morts, on sait qu'ils ont été obligés parfois de mettre leurs camarades sous la chaux pour dissoudre les corps et pas qu'il y ait de problèmes d'hygiène. Dans la pénombre et le vacarme des combats, le fort de Vaux résiste, mais il étouffe. Alors ici, vous avez une casemate, une chambrée, des lits pour 40 hommes au total, 4 hommes par lit, 2 par niveau. Donc en principe, ça fait donc 160 hommes de garnison, 250 maximum. Pendant la bataille, on surcharge le fort, ils sont parfois jusqu'à plus de 800. Donc à partir de là, le fort a une garnison qui est absolument pléthorique et qui va peser négativement justement sur la défense du fort. Pourquoi avoir des soldats en nombre va-t-il devenir un handicap alors que l'on doit se défendre? Qui est l'homme qui les dirige? Pourquoi ce commandant de 49 ans arrive-t-il au fort de Vaux alors qu'il aurait pu finir la guerre dans un bureau à l'arrière du front? Le commandant Raynal est un soldat qui s'est distingué sur les champs de bataille, blessé 2 fois en 1914, blessé 1 fois en 1915, décoré de la Légion d'honneur. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement patriote et qui veut absolument continuer son engagement dans la guerre, au contact des combats. Au fort de Vaux, le commandant Raynal est sacrément servi. 2 semaines seulement après son arrivée, lui et ses hommes vivent un enfer. Le 4 juin, la situation est plus que critique, puisque ça fait déjà très longtemps qu'il n'y a plus d'eau potable dans le fort, pour un fort surpeuplé. Et en plus, le fort est encerclé. Pour autant, les soldats français se refusent à rendre les armes. Le commandant Raynal galvanise ses troupes de manière extrêmement efficace. Ces troupes, en plus, sont extrêmement tenaces. On attend d'un jour à l'autre d'être dégagés par des renforts qui viendraient notamment des arrières français. Mais comment communiquer avec l'arrière alors que les lignes téléphoniques sont coupées et que le fort voisin de Souville ne répond plus? Un des moyens de communication qui est à la disposition des forts en général, pas uniquement du fort de Vaux, c'est le pigeon voyageur, qui sont dressés pour revenir à chaque fois à la citadelle de Verdun, qui est le centre névralgique de la défense. Raynal rédige le message de la dernière chance. Il appelle de ses voeux une contre-attaque française. Le dernier pigeon, baptisé Vaillant, arrive à Verdun blessé et gazé. Cependant, les renforts n'arriveront jamais. 2 jours plus tard, la situation semble désespérée. La galerie principale dans laquelle on est maintenant, à la date du 6 juin 1916, il faut imaginer d'une, qu'il n'y a pas de lumière. Il y a beaucoup de fumée, l'air est lourd, des soldats partout, entassés les uns sur les autres. Ils en sont arrivés à lécher l'humidité des murs, même à boire leur urine. Chez certains, c'est un état de démence. D'ailleurs, le commandant Raynal, dans la nuit du 5 au 6 juin, il fait un tour dans le fort et il voit ses soldats blessés qui viennent à lui en rampant et il demande à ce qu'on les achève ou qu'on leur donne de l'eau. Et les hommes sont vraiment arrivés au bout du bout. Comment le fort va-t-il résister? Jusqu'à quand Raynal et ses hommes vont-ils tenir? Ce combat devenu symbolique tient la une des journaux. Ce siège du fort de Vaux est suivi aussi bien côté allemand que côté français par des correspondants de guerre, par les journaux quotidiennement. Le 7 juin,
Après 6 jours et 7 nuits de combats forcenés, Raynal adresse sa reddition aux Allemands, qui rendent honneur aux survivants du fort. Le commandant Raynal comprend que rendre le fort, c'est éviter un massacre inutile, la garnison n'est plus du tout en état de combattre. On ne connaît pas le nombre exact de survivants tellement les combats ont été effroyables. Vaux est finalement tombé. Et pourtant, côté français, on savoure cette défaite. Cette chute du fort de Vaux est une défaite, certes, mais elle met tellement en avant l'héroïsme du soldat français qu'elle a effectivement une sorte de parfum de victoire, oui. Le fort de Vaux sera repris par les Français 5 mois plus tard, mais sans combat sanglant cette fois. La reprise du fort de Vaux ne sera possible qu'en reprenant le pilonnage du fort pour en chasser les Allemands. La vie dans le fort pour les Allemands va devenir intenable et ils finiront par l'évacuer. Après un nouveau pilonnage transformant les environs du fort en désert, cette guerre aura fini par donner à cet ouvrage militaire des allures d'habitation troglodytiques. Comme les environs du fort de Vaux, cette ville a subi des bombardements démentiels. Dans la région Hauts-de-France, voici Arras. Les séquelles de 14-18 n'y sont plus visibles en surface. Ici, les traces de la Première Guerre mondiale, ce n'est pas dans une citadelle qu'il faut aller les chercher, ni sur les pavés de ces places, mais plutôt en dessous. Là, on y découvre d'étranges inscriptions, comme ces mots d'une langue parlée à l'autre bout de la planète. Qui sont les auteurs de ces graffitis où les ladies britanniques voisinent avec sa majesté George V? Pourquoi, alors qu'Arras s'est vidé de ses 24 000 habitants, va-t-on préparer dans ses souterrains de quoi accueillir une ville entière? Comment se fait-il que les Allemands qui assiègent Arras soient littéralement cueillis au saut du lit et faits prisonniers en avril 17? Pour le savoir, il faut s'enfoncer sous la capitale du pays d'Artois, où s'est préparé en l'espace de 6 mois l'un des coups les plus ingénieux de la Grande Guerre. Durant 4 ans, Arras n'est jamais tombé aux mains des Allemands. Mais la jolie cité médiévale était bien trop stratégique pour échapper au conflit. Nœud ferroviaire et routier à cheval entre Somme et Flandre, la ville a été une cible de choix pour l'artillerie adverse. Arras était constamment bombardée. Elle est bombardée à partir d'octobre 14 jusqu'à octobre 1918. C'est une ville martyre, elle a été reconnue comme telle. Il ne restait que 5% de maisons qui n'avaient pas été touchées par les obus à la fin du conflit. Fin 1916, la ville, ou du moins ce qu'il en reste, est administrée par les Britanniques. Alors que les Alliés cherchent à remporter une guerre qui dure depuis trop longtemps, Arras va se voir attribuer un rôle bien surprenant. Le haut commandement allié a décidé que l'offensive se ferait au chemin des Dames, hein, et on décide de suite de faire une entreprise de diversion et on cherche un endroit sur le front, éloigné d'une centaine de kilomètres, pour attirer les forces allemandes. La diversion se fera donc à Arras, et avec un atout de dernière minute, la découverte de carrières de pierre complètement oubliées au beau milieu de la ville. Donc ici, on est à 20 mètres sous le sol et c'est vraiment ce que vont redécouvrir ces Néo-Zélandais à la fin de l'année 1916. Certains vont même comparer ces carrières à de véritables cathédrales de pierre. Donc ça remonte au grand quartier général et un gradé anglais dit mais ça pourrait être une opportunité. En quoi ces carrières constituent-elles une opportunité? Le projet va rester des plus secrets pendant 6 mois. 6 mois durant lesquels des mineurs vont particulièrement s'illustrer, des mineurs venus des antipodes. Alors ici, on peut lire Kia Ora, donc en maori, bienvenue. En dessous, on retrouve 2 lettres, NZ, Nouvelle-Zélande, New Zealand. Et cette grande inscription est accompagnée de 2 fougères, déjà le symbole des Néo-Zélandais pendant la Première Guerre mondiale. On fait appel aux tunneliers néo-zélandais qui sont des spécialistes, des mineurs, hein, qui viennent des mines de charbon, qui viennent des mines d'or de Nouvelle-Zélande. Ils sont environ 500 Néo-Zélandais, dont une quarantaine de Maoris, et à coups de pioche,
ils transforment le sous-sol d'Arras en un immense réseau de galeries. Ça tourne 24 heures sur 24, hein, donc c'est 3 équipes qui tournent constamment, nuit et jour, pour réaliser les travaux dans les délais. Et bien sûr, il y a toujours l'esprit de compétition chez les Britanniques. C'est l'équipe qui va creuser le plus vite et le plus loin. C'est un des meilleurs exemples ici de ces tunnels creusés par ces Néo-Zélandais. Vraiment à hauteur d'homme pour laisser passer ces soldats avec leur équipement. Et dans les tunnels principaux, on va installer des petites voies ferrées pour faire circuler ce type de wagonnets. Au bout de 6 mois, les mineurs ont creusé 24 km de galeries qui relient différentes carrières, baptisées de noms de villes néo-zélandaises. Ces carrières s'appellent Nelson ou Wellington, et elles vont pouvoir désormais accueillir les soldats de l'Empire britannique arrivés de nuit, dans la plus grande discrétion pour ne pas alerter les Allemands. Les soldats britanniques qui sont dans les villages situés à l'ouest d'Arras viennent à pied, traversent la ville, on leur donne une bougie pour 6 personnes et on descend par les escaliers à l'intérieur du réseau souterrain. Dans les anciennes carrières, il y a bientôt autant de personnes que dans le Arras d'avant-guerre. L'idée, c'est vraiment d'accumuler le maximum de soldats. On va arriver jusqu'à 24 000 hommes. Tout est aménagé pour ces soldats. Il y a des dortoirs. On va aménager des points d'eau, des latrines. Bref, ils sont vraiment comme des cantonnements militaires avec une discipline militaire. Pour éviter que le secret ne tombe aux mains des Allemands, seuls les officiers ont connaissance du plan de bataille. Les hommes de troupe, eux, en savent le moins possible. Ils savent qu'ils sont à Arras, dans les souterrains, mais à chaque fois c'est somewhere, in France. Ils ne savent pas vraiment où ils sont et ce qu'ils vont faire. Et bon, les hommes savent que voilà, être rassemblés aussi nombreux sur un espace aussi réduit, on sait qu'il y a une bataille à préparer. Cette bataille, ce sera la bataille d'Arras. Et les soldats britanniques vont la sentir arriver d'un seul coup. Le temps de laisser quelques traces parfois légères sur les murs de ces carrières, et après une semaine passée sous terre, la tension monte d'un cran en ce jour particulier du dimanche 8 avril 1917. C'est le dimanche de Pâques. Et en effet, de ci, de là, dans les caves, dans les carrières, il y aura pas mal de services religieux. Et là, quand la messe est en cours, ils savent très bien que c'est pour la nuit suivante. Pas de doute, l'offensive est fixée au lendemain. Au petit matin, les soldats quittent les cantonnements pour se regrouper autour des 10 sorties creusées par les tunneliers néo-zélandais. Et alors que les soldats patientent, ils ont le champ de bataille juste au-dessus de leur tête avec cette interrogation. Attaquer depuis les sous-sols d'Arras va-t-il leur sauver la vie ? 5h30 du matin, les soldats sont ici, ils sont au pied de ces escaliers pour attaquer les soldats allemands qui sont juste en face. Donc on peut imaginer le stress qu'ils vivent ici, ces heures, ces minutes juste avant l'assaut. À coups d'explosifs, les mineurs font alors sauter la dernière couche de terre. Les Britanniques partent à l'assaut. Et le coup de génie de cette opération souterraine, c'est qu'on évite le champ de barbelés du No Man's Land pour déboucher par surprise directement sur les premières lignes allemandes. On va surgir à peu près à une dizaine de mètres des lignes allemandes. Et les troupes de pointe arrivent et trouvent dans les souterrains allemands les officiers bavarois encore en robe de chambre en train de consommer leur café. Donc l'alerte n'a pas été donnée et très rapidement dans la journée, on va faire ce qu'on n'a jamais réussi à faire depuis 3 ans devant Arras, c'est conquérir une dizaine de kilomètres. Malheureusement, l'avantage est de courte durée. Quelques jours plus tard, les forces britanniques butent à nouveau contre les deuxièmes lignes allemandes et leurs renforts venus de Douai et Cambrai. La guerre de tranchées reprend alors ses droits et la bataille d'Arras va se transformer en bain de sang dans les semaines qui suivent à cause d'une autre bataille qui se déroule 100 km plus loin. L'offensive de diversion d'Arras a dû se prolonger dans le temps, ce qui n'était pas vraiment prévu. On devait simplement attirer les troupes allemandes et s'arrêter là. Mais comme ça ne marchait pas sur le chemin des dames, ils ont dû insister, et ils n'avaient pas les moyens et les effectifs nécessaires. Donc les pertes ont été énormes. On a calculé qu'il y avait plus de 4000 morts par jour pendant la bataille d'Arras. Plus
que pendant la bataille de la Somme. Arras libéré de la pression de l'artillerie allemande. 20 000 prisonniers et la prise d'un important stock d'armes ne peuvent faire oublier le nombre de victimes côté britannique. Plus de 150 000 morts en seulement 39 jours de combat. Cependant, une chose est sûre, sans la découverte et l'aménagement des carrières Wellington, Nelson et autres Blenheim, le bilan aurait été bien plus terrible. Une semaine jour pour jour après l'attaque géniale des Britanniques à Arras, une autre carrière va réserver des surprises, mais cette fois au détriment des Alliés. À une centaine de kilomètres du pays d'Artois, nous voici dans le département de l'Aisne, lui aussi largement touché par la Grande Guerre. Ici se trouve un site au nom empreint de mystère et de violence, la caverne du Dragon. Pendant pratiquement 4 ans, mitrailleuses et lance-flammes y ont craché le feu tant du côté allemand que français. Vu l'importance capitale de cet endroit, pourquoi les stratèges français ont-ils négligé l'intérieur de cette caverne au moment de lancer l'offensive sur le chemin des Dames? Avec quelles terribles conséquences? De juillet à novembre la même année, quel épisode étrange va se dérouler dans les sous-sols de la caverne? Pour revivre l'un des scénarios les plus surréalistes de 14-18, plongez dans l'un des sites mythiques de la Grande Guerre, la caverne du Dragon. Après la bataille de la Marne, les Allemands sont obligés de battre en retraite à l'automne 1914. Dans leur mouvement de repli, ils mesurent l'intérêt hautement stratégique d'une région qu'ils vont défendre bec et ongle pendant 4 ans. Ici, ils vont trouver sur le plateau du chemin des Dames une position stratégique de premier ordre. À la fois parce que le plateau est une frontière géographique entre le nord et le sud, et son escarpement aussi permet sa défense. Et surtout, ils vont trouver ici des carrières souterraines qu'ils vont pouvoir exploiter. À l'intérieur d'étranges symboles. Ils ornaient déjà la cavité avant même qu'un soldat allemand ou français n'y mette les pieds. C'est une représentation de la tête de Saint Jean-Baptiste ou du Christ, probablement fait par un sculpteur qui était venu ici s'entraîner dans la pierre. Le rameau d'acacia, symbole d'immortalité, plane au-dessus des soldats allemands lorsqu'ils investissent totalement la grotte. Nous sommes fin janvier 1915 et ils viennent de chasser les Français dans la vallée. Eux aussi vont creuser la pierre comme les carriers d'antan, pas pour construire une abbaye, mais une caserne militaire. Les Allemands transforment ce site en véritable caserne souterraine avec des installations logistiques. Le téléphone était installé dans toute la caverne. La sortie nord est indiquée. Les groupes électrogènes pour la lumière, l'électricité, ça ne fonctionnait qu'1 à 2 heures par jour. Le reste du temps, c'est 150 bougies par semaine ici. La fontaine, le point d'eau et même les latrines. C'est un lieu de vie. Un sinistre lieu de vie de 3 hectares, qui possède même un recoin plus sombre encore que les autres. C'est la salle la plus reculée, la plus froide, de la caverne la plus humide. Donc un endroit qui sert de salle commune, de chapelle, mais quand on ne peut plus enterrer les hommes en surface, ça devient aussi le cimetière. Pendant 2 ans, l'intérieur de la grotte est complètement transformé et les Allemands travaillent dans la plus grande discrétion. Les Allemands gardent ici la pierre qu'ils creusent pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a l'observation aérienne et qu'il ne faut pas voir la pierre blanche, qui serait bien sûr visible depuis l'extérieur. Secrètement, les Allemands rendent le site encore plus stratégique qu'il ne l'était au départ. Alors ici, nous sommes au niveau de l'entrée du tunnel nord. Tunnel qui a été creusé par les Allemands entre février et juillet 1915, afin de pouvoir relier la caverne du Dragon, qui donne sur le versant sud du chemin des Dames, directement au versant nord. Ce tunnel de 124 mètres de long qui relie l'entrée de la grotte aux lignes arrières allemandes aura-t-il une incidence sur les combats à venir? En tout cas, les Français ne savent rien de tous ces travaux alors que se prépare l'offensive sur le chemin des Dames en avril 1917. Cette offensive, elle est
considérable. C'est peut-être l'une des plus grandes offensives de la guerre. Près d'1 million d'hommes sont mobilisés au sud du chemin des Dames. 12 avril 1917. Les canons français visent les Allemands campés sur le plateau du chemin des Dames. Pendant 3 jours, c'est une avalanche de bombes qui s'abat sur tous les environs. Il faut vraiment imaginer un paysage totalement lunaire. Tout a été blanchi par près de 6,5 millions de bus sur 30 km pendant 10 jours. L'assaut ultime est fixé au 16 avril au matin. Parmi les hommes qui vont attaquer le secteur où se trouve la caverne, les tirailleurs africains de la 10e division d'infanterie coloniale. Sont-ils vraiment préparés à ce qui les attend? Ce sont des hommes qui sont arrivés ici il y a à peu près 15 jours et il fait moins 0 degré. Il y a plusieurs centaines de cas de gelure et de pneumonie avant l'attaque. Et ces hommes doivent partir à l'assaut d'un plateau qui est 100 mètres d'altitude plus haut, avec une pente de 25%. Au bout d'une demi-heure, les tirailleurs arrivent au niveau de la caverne du Dragon. Le problème, c'est qu'en haut lieu, on leur a dit de gagner le plus de terrain sans même jeter un œil à ces grottes, ces creutes, comme on les appelle en picard. Sur certaines cartes, les creutes ne sont même pas mentionnées. Vous avez donc des officiers qui arrivent devant ce genre d'endroit et qui pensent qu'il n'y a probablement personne. Seulement, une surprise arrive à ce moment-là. Les Français étant passés, les Allemands, n'entendant plus de bruit dans la caverne, ressurgissent dans leur dos. Ils ressortent avec leurs mitrailleuses, ils prennent à revers les troupes françaises et les Français sont complètement laminés. Ce 16 avril, des milliers de tirailleurs seront fauchés par les mitrailleuses allemandes. Mais qu'en est-il des autres régiments engagés sur le reste du plateau du chemin des Dames? Très vite, l'offensive qui devait être très rapide, on parlait même d'être dans le nord du département de l'Aisne en 3 jours, sera un désastre. Un mois plus tard, le général Nivelle, qui a planifié cette offensive, est limogé, remplacé par Pétain. Dans un contexte d'enlisement, de mutinerie et de révolution russe, l'armée française a impérativement besoin de victoire. Le 25 juin 1917, les Français se lancent à nouveau à l'assaut de la caverne. Cette fois, ont-ils vraiment conscience de la puissance de feu du Dragon? Les Français conçoivent un plan. Prendre d'assaut les positions en surface et conjointement disperser du gaz dans la caverne. À 4 heures du matin, et 199 mètres cubes de gaz sont dispersés dans les parties sud. Ces gaz vont rapidement être bloqués, mais les Allemands qui sont dans la caverne le sont aussi. Dans la soirée, ils n'ont d'autre choix que de se rendre. Et une nouvelle qui va faire le tour du monde. On va retrouver le nom de caverne du Dragon un peu dans tous les grands journaux, même à l'international. Aux États-Unis, en Angleterre, la Dragon's Cave sera prise. Il y aura un côté, bien sûr, très symbolique. Plus que symbolique, puisqu'un mois après, quasiment jour pour jour, les Allemands sont déjà de retour. Les Allemands réinvestissent le tunnel nord de la caverne du Dragon. Quelques combats, quelques échanges de grenades, mais très rapidement, les Français comprennent qu'il faut se retrancher dans les parties sud. Commence alors une période surréaliste, dans une caverne qui semble ne pas vouloir choisir son camp. Cette période, elle est particulière, on peut l'imaginer, puisque soldats français et allemands sont à quelques mètres de distance, dans l'obscurité. Là-haut, on continue de se battre. Ici, dans le noir, ça n'a aucun intérêt. Ça sert à rien de gaspiller des munitions et le premier qui allume sa lampe se fera tirer dessus. On cohabite. La cohabitation dure ainsi près de 3 mois, avant que la caverne ne batte à nouveau pavillon français, puis allemand, puis à nouveau français lors de la dernière offensive victorieuse du général Foch. Au final, la caverne du Dragon aura quand même craché ses flammes jusqu'au 12 octobre 1918, soit 1 mois avant l'armistice. Même le 11 novembre, dernier jour de guerre, il y aura encore des combats car jusqu'au bout, ce conflit aura avalé les hommes, par centaines de milliers, par millions. Et parce que les armées ont rapidement buté les unes contre les autres, on a eu le temps d'exploiter chaque pouce de terrain pour faire du moindre espace et jusqu'au plus profond de la terre, un potentiel champ de bataille. Pire, comme le fort de Mutzig qui va inspirer les Français pour la ligne Maginot, chacun de ces lieux va livrer des enseignements pour préparer la guerre suivante.
Car la Der des Der n'était pas la dernière guerre mondiale, comme beaucoup l'espéraient, mais seulement la première. La Première Guerre mondiale a laissé de nombreuses traces mystérieuses dans nos villes et dans nos campagnes. Fortifications, souterrains, ruines, bâtiments étranges. Ces stigmates témoignent tous de l'ampleur et de la violence inouïe du conflit. Étonnamment, 100 ans après la fin de la guerre, l'histoire de certains lieux reste encore méconnue. Dans les Vosges, par exemple, quelle expédition secrète est-elle venue au secours des soldats prisonniers des neiges? C'est une mission qui est assez incroyable, qui est atypique. Dans la Meuse, en quoi la destinée du fort de Douaumont est-elle si différente des autres forts qui ont écrit la légende de la terrible bataille de Verdun? Son histoire est émaillée d'événements extrêmement dramatiques qui le rendent absolument central pendant les 10 mois de la bataille. Un peu plus haut dans les Ardennes, quel sinistre calvaire les prisonniers français ont-ils subi derrière les murailles du château de Sedan? Cette histoire reste un des mystères encore de l'histoire de 1914-1918. Beaucoup plus loin du front, en Normandie, quelle bataille titanesque s'est-elle déroulée autour de cette incroyable cathédrale de béton? Ces armes deviennent vraiment des armes de tout premier plan. Elles vont tenir des rôles vraiment stratégiques dans l'issue de la guerre. Enfin dans l'Aisne, qu'est devenu le charmant petit village de Craonne? Il y a un choc là. Vous dites, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voici l'étonnante histoire des traces cachées de la Grande Guerre. Notre voyage à la découverte des stigmates de la Première Guerre mondiale commence à l'extrémité est du front français dans les Vosges. Ici, les combats ont été particulièrement violents et meurtriers, notamment sur le Hartmannswiller Kopf, un sommet culminant à près de 1000 mètres d'altitude. On parle de montagne de la mort, on parle de mangeuse d'hommes. Ce sont des massacres répétés. Mais à l'hiver 1915, les soldats allemands qui font face aux poilus ne sont pas les seuls ennemis. Il y en a un autre, invisible, insidieux, et qui fait lui aussi des ravages, le froid. Souvent, moins 10, moins 15, des pics jusqu'à moins 20. Les gars ont énormément souffert. Pour faire face aux températures polaires qui sévissent dans les Vosges, l'armée française va avoir recours à une solution inattendue. Elle n'hésitera pas à envoyer un aventurier en mission secrète à plus de 7500 km de là. Le Hartmannswiller Kopf, une petite montagne qui, lors de la Grande Guerre, attise toutes les convoitises. Alors si on est là et on a cette vue sur la plaine d'Alsace devant nous, on a tout compris. C'était l'enjeu des combats ici. L'enjeu, c'était observer la plaine d'Alsace, observer la ligne de chemin de fer qui passait presque au pied de la montagne. Donc l'enjeu, c'était celui qui domine les hauts, domine les bas. Les états-majors français et allemands sont prêts à tous les sacrifices pour occuper cette position stratégique. Le sommet, avec sa crête sommitale, a changé en 1915 8 fois de côté. Les Allemands qui attaquaient de là vers là, et les Français de là vers là. Ainsi 8 fois. C'est près de 20 000 hommes qui s'y affrontent dans des combats souvent meurtriers. Avec une telle densité d'hommes sur un périmètre aussi réduit, les tranchées constituent des abris peu efficaces. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir la proximité entre les premières lignes allemandes et les premières lignes françaises devant nous. Donc vous voyez bien que c'est pas bien loin, c'est à jet de grenade. Les pertes humaines sont effroyables, les dégâts considérables. Lors des combats, il n'y avait pas que les morts, mais il y avait aussi les blessés qui gueulaient, les blessés qui appelaient au secours, qu'on ne pouvait pas aider parce qu'ils étaient dans des positions vraiment dangereuses, on ne pouvait pas les chercher. Janvier 1915. En plein hiver, au fracas des combats s'ajoute une autre menace. C'était des hivers extrêmement rudes à l'époque. Souvent, moins 10, moins 15, des pics jusqu'à moins 20. Combien ont été évacués pour pieds gelés?
Hein, premier degré, deuxième degré, troisième degré, c'était l'amputation du pied. Ils ont souffert. La situation est encore plus difficile pour les soldats isolés sur les crêtes. Au froid s'ajoute la faim, car la neige bloque l'avancée des mulets qui apportent le ravitaillement. À partir du moment où la couche de neige est trop importante, le mulet n'avancera plus. Donc il faut trouver un moyen de subvenir à l'approvisionnement de ces soldats. Il faut leur amener, bien sûr, le matériel pour combattre, mais surtout la nourriture. La nourriture, le courrier qui est important pour le moral. Impensable pour tout le monde de continuer ainsi. Comment mieux se protéger des tirs ennemis et ne pas subir une nouvelle fois dans quelques mois les ravages du froid? Pour les Allemands, la solution est toute trouvée. Il faut s'enterrer, bétonner, renforcer les défenses. Les Allemands, eux, doivent défendre avec la pente raide dans leur dos. C'est-à-dire, eux, ne peuvent pas se permettre de perdre la crête sommitale. Du coup, eux font le choix de cette densification de la première ligne, où ils font intervenir d'ailleurs des ingénieurs, spécialistes de la fortification, pour tenir cette première ligne. Et c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Les Allemands créent des fortins en béton armé à des endroits stratégiques et percent la roche très dure pour s'abriter. Alors là, on a un départ de galerie. Celle-ci descend par exemple 8 mètres sous terre. C'est truffé de galeries pour ne pas exposer le soldat. Il fallait les protéger, non seulement des bombardements et des éclats d'obus, mais aussi contre le froid en hiver. Quand on est là-dedans, avec des portes qui ferment, il n'y a pas de courant d'air, on est quand même mieux lotis que ceux qui sont dehors. Du côté des poilus, on opte pour un système de défense beaucoup plus classique. Les Français, eux, ont la pente douce et font le choix de la défense élastique, c'est-à-dire des premières lignes plutôt faiblement défendues, avec une ligne d'arrêt un petit peu en retrait, où l'idée est plutôt de laisser les ennemis s'infiltrer et de les battre avec l'artillerie, puis de contre-attaquer. C'est une tranchée de première ligne. Hein, vous voyez bien qu'elle est bien profonde. Aucune tête, dans la mesure du possible, ne devait dépasser, sinon on se mettait en danger, ou alors il fallait se courber. Des abris fortifiés d'un côté, de simples tranchées de l'autre, incontestablement les troupes du Kaiser ont un réel avantage sur les poilus. Mais les Français n'ont pas dit leur dernier mot. Nous sommes à l'été 1915. Une mission se prépare dans le plus grand secret. C'est une idée complètement folle. Et bien curieusement, les bureaux de l'armée vont dire chiche. C'est une mission qui est assez incroyable, qui est atypique, hein, et qui va même devenir, si on peut la qualifier, d'extraordinaire. Cette mission, c'est le capitaine Mouflet qui va la diriger. Un intrépide chasseur alpin blessé dès les premiers combats des Vosges. Ce capitaine Mouflet, aujourd'hui, on pourrait le caractériser un petit peu de baroudeur. Quand on voit sa photo dans son dossier individuel, il a le regard direct. Cet aventurier, qui a vécu plusieurs années dans le Grand Nord, est un habitué des froids polaires. Et il a réussi à convaincre son état-major que la solution au problème du front des Vosges se trouvait à 7500 km de là, en Alaska. Les similitudes qu'on peut trouver entre l'Alaska et le front des Vosges, les forêts de sapins qui sont imbriquées, circulation difficile à l'intérieur, et évidemment, on est en zone montagneuse. Donc tout ça, Mouflet le sait, le connaît. De la réussite de sa mission dépendra le sort de nombreux soldats français l'hiver suivant. Le capitaine Mouflet le sait bien, mais le danger est partout. Là, on est dans les Vosges, il faut aller en Alaska. Il y a des milliers de kilomètres à parcourir, il faut franchir l'Atlantique, en pleine guerre, hein, avec l'activité des sous-marins. Ensuite, il faut traverser tout le Canada. On va dans des territoires absolument isolés. C'est une expédition absolument incroyable. Que va donc chercher le capitaine Mouflet en Alaska? Et surtout, reviendra-t-il assez vite? Car pendant ce temps-là, les Allemands construisent à tout va sur le Hartmannswillerkopf. Ils ont même mis en place une station de téléphérique abritée sous la roche pour approvisionner le front à grande vitesse. Des quantités énormes étaient acheminées par le téléphérique, notamment le béton. Mais tout ce qui était ferraille, tout ce qui était bois, la nourriture, les munitions, tout ça a été ramené par le téléphérique. Et donc, ça les aidait énormément par rapport au côté français où c'était beaucoup plus précaire.
Décembre 1915. Alors que le froid atteint déjà des températures polaires, le capitaine Mouflet revient enfin de sa mission secrète. Les poilus n'en croient pas leurs yeux. Ils se présentent à la tête de centaines de chiens de traîneau. Et ils se disent, eh bien, on va utiliser ces moyens de transport, on va les adapter aux conditions extrêmes qu'il y a dans les Vosges. Des chiens en plein conflit? L'idée est originale, mais difficile à mettre en œuvre. Ce sont des chiens de guerre. Ils vont entendre des détonations, des bruits, des choses. Il faut apprendre aux chiens à ne pas avoir peur de tout ça. En plus, il va falloir former les conducteurs. Ce sont des paysans qui sont habitués à la présence d'animaux. Mais des chiens de traîneau, ils en ont jamais vu. Pourtant, en à peine un mois, hommes et chiens sont formés. Le temps presse, il faut passer à l'action. Alors les chiens, sur le champ de bataille, vont faire leurs preuves rapidement. Ils sont rustiques, on les nourrit beaucoup plus facilement que des mulets. Ils sont rapides et ils passent partout. Donc, très vite, on va avoir un bon accueil de la part des troupes en voyant ces chiens arriver. Ces chiens d'Alaska ne craignent pas le froid et sont endurants. Ils transportent des vivres, des munitions, facilitent l'évacuation des blessés. L'opération Chien de traîneau est un succès. Dans les archives, il est noté, il fait très froid, il est tombé 2 mètres de neige, le ravitaillement ne peut se faire que par chien de traîneau. Donc vous voyez l'efficacité de ces animaux-là. Mais la bataille dans les Vosges s'enlise. Et chacun reste campé sur ses positions jusqu'à la fin de la guerre. Le bilan sera alors terrible. 8000 soldats sont tombés sur ce petit coin de montagne. On a gaspillé beaucoup trop de vies humaines ici pour 3 fois rien. Des batailles absolument inutiles. Ça n'a pas fait avancer la fin de la guerre d'une seule seconde. Les chiens aussi ont payé leur tribut à la guerre. Plus de la moitié sont morts. S'ils n'ont pu changer le cours des événements, ils ont pourtant joué un rôle crucial, à leur manière. Ces chiens reflètent finalement toute la faculté d'adaptation à cette guerre de montagne à laquelle, on va dire, les deux armées n'étaient pas forcément préparées. Finalement, la guerre, elle est faite de plein de petits efforts comme ça, marginaux, des ailes de papillon qui ont, en quelque sorte, qui ont secondé les hommes. Pendant que le front se stabilisait dans les Vosges, à 200 km de là, le département de la Meuse s'apprêtait à vivre les heures les plus tragiques de son histoire. C'est ici que l'on trouve le fort de Douaumont, l'un des plus puissants ouvrages fortifiés construits autour de Verdun. Un des piliers de l'impressionnant système de fortification censé rendre la ville imprenable. Les forteresses de Verdun sont présentées comme une muraille d'acier. Mais en 1916, Verdun est le théâtre d'une des batailles les plus longues, les plus terribles et les plus meurtrières de la Grande Guerre. Le fort de Douaumont y tient un rôle central. Verdun, c'est 1000 morts par jour pendant 300 jours. Pourquoi cette forteresse n'a-t-elle pas dissuadé l'ennemi d'attaquer? Le puissant fort de Douaumont a-t-il fini par céder sous la puissance de feu des Allemands? Quel rôle surprenant et dramatique ce mystérieux fort a-t-il donc joué dans l'effroyable bataille de Verdun? D'un côté, l'Allemagne à une trentaine de kilomètres. De l'autre, la ville de Verdun à 9 km. Construit en 1885, le fort de Douaumont n'est pas là par hasard. Douaumont a été construit sur la plus haute hauteur de la région, donc on domine toute la plaine où se trouve la frontière allemande à partir de 1871 avec l'annexion de la Moselle. Le système de défense français est alors repensé complètement. Cerné de 2 couronnes infranchissables de forts, Verdun devient alors l'une des principales places fortes françaises. Il y a plusieurs fortifications qui sont distantes à 3 km les unes des autres, avec le fort de Souville juste en face, le fort de Vaux dans cette direction, le fort de Moulainville par là-bas. Et on se défend mutuellement, puisque les forts peuvent protéger un autre fort. Mais ce n'est pas tout, car au fil des années, on ajoute à Douaumont une carapace de béton spéciale, ainsi qu'une impressionnante tourelle blindée dont la structure en métal ne pèse pas moins de 200 tonnes. Elle est équipée d'un des meilleurs canons de l'époque
et peut s'enfoncer dans le sol pour échapper aux tirs ennemis. Donc tout va bouger, la tourelle va sortir. Ils peuvent par la suite la faire tourner sur 360 degrés. Et donc cette tourelle tire tout azimut. Puis une fois qu'ils ont fini de tirer, ils peuvent la rentrer pour la protéger. Les habitants de Verdun peuvent dormir tranquilles. Les Allemands ne franchiront jamais cette ligne de fortification. Pourtant, début 1916, 21 février 1916, les Allemands ont rassemblé plus de 1000 canons. C'est la première fois qu'on rassemble autant de matériel sur un si petit secteur du front. C'est plus d'1,5 million d'obus qui sont lancés sur ce tout petit secteur du front en une journée. C'est du jamais vu. un déluge de fer et d'acier. Malgré les bombardements intensifs, le fort tient bon. Mais le 25 février, après 4 jours d'offensive, les Allemands sont tout prêts. Ils s'attendent à essuyer des tirs nourris, mais rien. Les troupes du Kaiser progressent donc jusqu'au fort. Et là, surprise. Les soldats allemands trouvent des ouvertures en abordant l'arrière du fort, en abordant les casemates, entrent dans le fort. Et les soldats français qui étaient en train d'actionner la tourelle vont être totalement surpris de voir des soldats allemands à l'intérieur du fort. Donc il y a une reddition. Et les Allemands vont donc prendre possession des lieux sans combat. Douaumont est tombé le plus grand fort. La pièce maîtresse du dispositif français est tombée sans tirer un seul coup de feu. Enfin, c'est complètement fou cette histoire. En quelques dizaines de minutes, l'un des fleurons du système de fortification français vient de passer aux mains des Allemands. Comment est-ce possible? En réalité, la chute de Douaumont est la conséquence directe des choix stratégiques de l'état-major français. C'est-à-dire qu'on s'était aperçu en 1914 que la guerre du 19e siècle, la guerre de siège, s'enfermer avec des hommes et des armes dans une citadelle, ça ne marchait plus. Et comme en plus on a besoin de soldats et de munitions, eh bien on va puiser dans les places fortes ces ressources qui manquent sur les champs de bataille. Douaumont a donc été vidé de l'essentiel de ses armes et de ses hommes pour alimenter le front. Dans ces conditions, impossible pour le fort de résister à l'offensive allemande. Pour l'opinion française, c'est une incroyable humiliation militaire. Et donc le 25 février, quand ils apprennent que Douaumont est tombé, mais c'est une catastrophe. C'est la révolte des politiques, c'est un scandale. On ne peut pas supporter que ce fort reste aux mains des Allemands. C'est une obsession, il va falloir penser à reconquérir ce fort. Reconquérir un fort qu'on a été incapable de défendre, il y va de l'honneur de la France. Mais c'est une mission impossible, car les Allemands ont désormais dans leurs mains un formidable atout. Jusqu'à 3000 hommes sont concentrés dans les couloirs du fort pendant que les combats font rage. Le fort de Douaumont est un endroit stratégique pour les Allemands puisqu'il est bien situé sur le champ de bataille, il est proche du front, il est proche des tranchées, donc ils vont se servir du fort comme d'un point d'appui. Dans ces couloirs, c'est bondé, c'est encombré, il y a des caisses à munitions partout, il y a du matériel. C'est alors que l'impensable se produit. Le 8 mai 1916, il va y avoir une explosion accidentelle dans le fort. 3 dépôts de munitions qui explosent, semble-t-il, notamment des obus qui étaient stockés ici. Il reste à certains endroits des éclats d'obus. Il y en a encore quelques-uns qui sont fichés à cet endroit. Les murs ont été littéralement rabotés et le plafond s'est en grande partie effondré. Dans les couloirs, c'est l'apocalypse. L'air est absolument irrespirable, des corps sont absolument partout. Imaginons des corps carbonisés, des soldats qui hurlent, des blessés par brûlures extrêmement graves, des corps qui ont été blastés au fond des galeries. On estime qu'1 millier de soldats ont perdu la vie dans cette explosion.
Ils sont enterrés dans des trous d'obus et des casemates à l'extérieur du fort, transformés en sinistre nécropole. Mais le martyre de Douaumont n'est pas terminé, car 2 semaines après ce carnage, les poilus se lancent à sa reconquête. C'est un échec sanglant. L'offensive est préparée avec trop peu d'hommes, trop peu d'artillerie. C'est une humiliation de plus. Cette fois-ci, Douaumont est bien devenue la forteresse inexpugnable imaginée par les Français. Au grand désespoir de l'état-major, qui fait de sa reconquête une affaire de principe. Le 24 octobre est le début d'une opération de reconquête avec des moyens extraordinaires. Les Français vont concentrer 3 divisions d'élite extrêmement bien garnies en hommes et vont concentrer également plus de 650 canons pour la reconquête du terrain perdu et la reconquête du fort de Douaumont. Le fort est alors pilonné par les plus gros obus de l'armée française, les seuls capables de percer la carapace de béton. À l'intérieur, une nouvelle fois, c'est l'hécatombe. Vous voyez les résultats d'un impact de 400 mm sur le fort de Douaumont, l'obus qui est tombé le 23 octobre à cet endroit. Alors, il y a plusieurs obus de 400 qui vont tomber, dont un va tomber dans un dépôt de munitions à l'intérieur du fort, qui va provoquer une violente explosion. Le fort est transformé en véritable enfer par le pilonnage qu'il subit. Pour les troupes françaises qui se lancent à l'assaut de Douaumont, l'échec n'est plus permis. Mais réchapperont-elles au nouveau carnage qui s'annonce? Lorsque les soldats français abordent le fort de Douaumont, ils sont simplement sous le feu de quelques mitrailleuses qui sont vite neutralisées. Au grand étonnement des poilus, le fort a été presque entièrement évacué par les Allemands. Une nouvelle fois, Douaumont est tombé quasiment sans combattre. La bataille de Verdun ne pouvait pas s'achever côté français sans la reconquête du fort de Douaumont. Ça a été une bataille uniquement morale, uniquement politique, uniquement psychologique. Il fallait tenir parce que c'était un duel franco-allemand. Il fallait tenir des deux côtés. Cette fois-ci, Douaumont restera français. La bataille ne s'achèvera que 2 mois plus tard, le 19 décembre 1916, lorsque l'ennemi sera repoussé au-delà des abords du fort. Le bilan sera effroyable. 300 jours, 300 nuits, 60 millions d'obus. Il n'y a pas un mètre carré qui n'a pas reçu un obus. Il y a 300 000 morts, 160 000 Français, 140 000 Allemands. C'est complètement fou. Terrible clin d'œil de l'histoire, les restes des soldats français et allemands tombés à Verdun sont aujourd'hui unis dans la mort, dans l'ossuaire de Douaumont. À peine quelques semaines après la fin de la bataille de Verdun, un autre épisode macabre de la Première Guerre mondiale commençait 100 km plus au nord. Nous sommes à Sedan, dans les Ardennes françaises. Ici, l'imposante silhouette du château domine la ville. C'est lors de la Grande Guerre que s'est écrite l'une des pages les plus tragiques et mystérieuses de sa longue histoire. Une affaire qui reste encore, 100 ans après, entourée de secrets. Les personnes qui sont passées au château fort ont vécu l'enfer. Pendant la guerre, une chose est sûre, à Sedan, personne, à l'intérieur comme à l'extérieur du fort, ne peut échapper à l'étreinte de fer des Allemands. Et ce qui a été mis en place derrière ces murs par un certain commandant Denzin dépasse l'entendement. Janvier 1917. Cela fait 2 ans et demi que l'Allemagne a envahi toute la partie nord-est de la France, dont elle occupe près de 4% du territoire. Les Sedanais, comme 2 millions de Français, vivent des heures terribles en zone occupée. L'occupation allemande en France pendant la Première Guerre mondiale est une occupation dure. Certains témoins qui ont vécu les 2 occupations l'ont même jugée plus dure que celle de la Deuxième Guerre mondiale. La population est affamée, épuisée, à force de subir privations, vexations et pillages. Les Allemands mettent en place, en particulier au début de la guerre, une sorte de régime de terreur qui passe par toute une série de mesures.
On réquisitionne absolument tout, les animaux, la nourriture, le matériel. Les usines sont pillées, aussi vidées complètement de leurs machines, de leurs marchandises, de leurs produits, et tout est envoyé en Allemagne. L'occupant ne se donne aucune limite et bafoue les conventions internationales. Égard aux Français qui auraient la mauvaise idée de résister. Ils sont très menaçants, il y a des punitions, des amendes. L'autorité allemande est la seule à décider de la vie ou de la mort des habitants sur les zones occupées. C'est pour mener à bien leur politique de répression que les autorités allemandes réquisitionnent le fort de Sedan en janvier 1917. Le bâtiment possède toutes les caractéristiques d'un excellent lieu d'enfermement. Alors derrière moi, on peut voir donc la largeur du mur d'enceinte du château fort de Sedan, qui est une addition de construction au XVe et XVIe siècle. Donc on arrive à des épaisseurs de 7-8 mètres par endroit. Et puis surtout, la hauteur des murs d'enceinte fait que vous ne pouvez pas vous évader par ces murs-là qui font plusieurs dizaines de mètres. Le château a en plus l'immense avantage de disposer de grands casernements. Tout est réuni pour le transformer en piège de pierre. Il n'y a pas de solution de sortie. On est dans un labyrinthe aussi, il y a énormément de souterrains, donc on ne pouvait pas sortir du château. Une prison? Rien d'étonnant en période de conflit. Sauf que les personnes détenues à Sedan ne sont pas des prisonniers de guerre, mais des civils des zones occupées. Ces civils, au fur et à mesure du temps, vont pour certains s'opposer à l'occupant de manière plus ou moins active. Les Allemands vont condamner automatiquement quelqu'un qui ne va pas se présenter, par exemple, pour travailler ou qui ne va pas donner les réquisitions qu'il faut. Il pouvait y avoir aussi des gens qui avaient fait de la contrebande ou qui passaient des nouvelles, des renseignements. À l'époque, les Sedanais craignent d'être un jour internés dans ce château qui, rien qu'à l'observer, donne des frissons dans le dos. Pourtant, ils sont loin d'imaginer le traitement qui est infligé aux prisonniers. Quand ils arrivent donc à Sedan, ils montent déjà tout en haut de cette forteresse et puis ils arrivent dans cette salle où on va avoir en général 80 à 100 personnes qui sont détenues. Donc ils ont un premier contact de cette promiscuité, ils ont ensuite un deuxième contact avec la rudesse des lieux. La rudesse des lieux, on le constate encore aujourd'hui, c'est de la terre battue au sol sur laquelle vous êtes obligé de dormir. Et donc l'air circule en permanence. Alors qu'on est une région dans laquelle vous avez très régulièrement des températures de moins 10 degrés. Les conditions de vie donc sont très difficiles, très rudes. Des personnes entassées les unes sur les autres, souffrant du froid et qui doivent courber l'échine. La violence des gardes à Sedan est permanente et totalement permise. Il y a des coups de pied, des coups de cravache. Tous les moyens étaient bons, des coups de bâton pour faire régner l'ordre. Un des témoins de l'époque évoque même le droit de vie et de mort permanent en indiquant que les gardes pouvaient toucher une prime s'ils tuaient un bagnard qui tentait de s'échapper. En réalité, le fort de Sedan est bien plus qu'un simple camp d'internement. Celui qu'on a baptisé camp de concentration d'empire des prisonniers punis numéro 2 est un bagne. Munis d'un brassard rouge portant leur numéro d'arrivée, des dizaines de groupes de détenus, encadrés par des sentinelles armés, y travaillent comme des forçats. Ce lieu de passage est très dur pour les prisonniers. C'est chaque jour le lieu qu'ils empruntent, le chemin qu'ils empruntent pour aller en ville, dans les lieux de travaux forcés. Soit pour faire du travaux public, comme on appellerait ça aujourd'hui, donc avec des pelles, des pioches, soit pour faire de la manutention lourde, en particulier à la gare de Sedan, qui est un lieu où transitent énormément de marchandises. Les Allemands ont largement recours à la main-d'œuvre gratuite dans les camps de travail situés en zone occupée. Mais à Sedan, c'est bien plus que cela. La sous-nutrition permanente qui a lieu au bagne de Sedan conduit les prisonniers, à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, à essayer de récupérer tout ce qui peut traîner en ville.
Selon certains témoins, ils vont même jusqu'à essayer de manger de l'herbe à force de n'avoir absolument rien à se mettre sous la dent. Amaigris, affaiblis, roués de coups, leurs conditions physiques se dégradent très rapidement. Comme ils n'avaient pas de nourriture, donc les efforts très difficiles qu'on leur demandait pour travailler ne permettaient pas de survivre et ils mouraient sur leur lieu de travail aussi énormément. Le bagne de Sedan est l'unique exemple en France d'un lieu de répression extrême envers les populations civiles. Le responsable de cette terrible dérive est un officier allemand tyrannique et sans scrupules, le commandant Denzin. Et les termes de camp de concentration ou de lieu d'extermination utilisés pour évoquer ce bagne ne sont pas sans rappeler la folie meurtrière qui allait s'abattre sur toute l'Europe quelques décennies plus tard. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale par rapport à la Seconde Guerre mondiale, du fait de l'ampleur et de la planification du génocide. C'est une guerre qui affirme la brutalisation vis-à-vis des civils. Les brimades et les exactions au fort de Sedan ont duré près de 2 ans, de janvier 1917 à l'armistice de novembre 1918. Plus de 5000 prisonniers ont vécu l'enfer ici, et beaucoup y ont trouvé la mort. Aujourd'hui, les archives qui sont à notre disposition nous permettent d'envisager une mortalité entre 1000 et 2000 personnes. Le commandant Denzin et son adjoint ont été jugés par un tribunal allemand dans les années 20, mais ils n'ont pas été condamnés, faute de charges suffisantes. Puis, pendant des décennies, l'histoire de Sedan et de son bagne a curieusement sombré dans l'oubli. Les populations occupées vont devenir en quelque sorte, dès les années 20, des oubliés de la Grande Guerre. L'occupation était peut-être une histoire trop négative au niveau national. Pendant que Sedan vivait ses heures les plus sombres, une incroyable mission, décisive pour le sort de la Grande Guerre, se déroulait 600 km plus à l'ouest. À Écosville, en Normandie, cet épisode a laissé une trace bien énigmatique dans le paysage. Dans ce paisible coin de bocage, situé en plein cœur de la presqu'île du Cotentin, la présence de cet immense édifice, complètement isolé, a de quoi surprendre. On est sur 150 mètres en longueur, on est sur 40 mètres au sol et sur 32 mètres en hauteur. À quoi ce hangar gigantesque construit par l'armée française à partir de 1917 a-t-il bien pu servir? Que préparait-on de si secret ici? Une chose est sûre, les militaires n'ont pas lésiné sur les moyens pour construire ce bâtiment. L'édifice est un véritable concentré des techniques de construction les plus novatrices. On est vraiment sur une révolution. Il ne faut pas oublier que le béton armé, c'est fin du 19e. On est sur un autre matériau que les matériaux classiques, en gros la pierre, le bois et l'acier. Mais lorsque le chantier de ce bâtiment hors norme commence en 1917, la ligne de front est à plus de 350 km. Alors pour quelle raison l'armée a-t-elle choisi un emplacement aussi éloigné? C'est un endroit qui paraît très tranquille. Et pourtant, on est dans une zone stratégique. Pour comprendre l'intérêt stratégique de cette coque de béton de plus de 500 tonnes, il faut s'intéresser à son environnement géographique. Ici, nous ne sommes qu'à 8 km des côtes de la Manche. Vous avez cette autoroute maritime qui est là. Et il faut surveiller cette autoroute parce qu'il y a une menace. Et cette menace, elle est sous l'eau. Ce sont les sous-marins allemands. Depuis le début de la guerre, les 380 sous-marins allemands font des ravages dans les rangs des navires alliés. À la fin de 1916, ils ont déjà coulé plus de 2000 bateaux. La France subit de plein fouet cette guerre sous-marine. Ses pertes sont colossales. L'armée doit absolument trouver la parade. Le ravitaillement du front en dépend. Plus de charbon pour les Français, plus de viande d'Argentine, de blé des États-Unis, de coton, d'armes que l'on importe. En 6 mois, la guerre est gagnée, dit l'amiral von Tirpitz, qui est le chef de la marine allemande. Rien n'avait préparé l'état-major allié à un tel défi tactique.
Mais comment contrer les sous-marins allemands? Très vite, les stratèges de l'armée comprennent qu'ils vont devoir utiliser une nouvelle arme capable de traquer l'ennemi en pleine mer. Ces armes deviennent vraiment des armes de tout premier plan. Elles vont tenir des rôles vraiment stratégiques dans l'issue de la guerre. Mais quelle est cette fameuse arme capable de sécuriser le trafic maritime en contrant un ennemi furtif, donc particulièrement difficile à combattre? Les militaires en sont persuadés, c'est du ciel que viendra le salut. Grâce à un engin susceptible de voler sans problème pendant des heures. Dès septembre 1916, le ministère de la Marine va d'ailleurs développer considérablement tout ce qui est moyen aérien pour la sécurité des côtes, et notamment des ballons dirigeables. Donc il y en a une trentaine qui sont commandés et qui vont être répartis sur 12 centres d'aérostation maritime, c'est comme ça que ça s'appelle, tout le long des côtes, autour de chaque port. Un nouveau dirigeable sort alors chaque mois des usines françaises. Ces géants font plusieurs dizaines de mètres de long et dépassent les 20 mètres de haut. Et les Français ne sont pas les seuls à fabriquer des dirigeables pour contrer les sous-marins allemands. Au total, les Alliés en utiliseront près de 350 jusqu'à la fin du conflit. Le rôle de ces gigantesques hangars est bien sûr de les abriter entre deux missions. Parce qu'ils se trouvent sur la presqu'île du Cotentin, celui d'Écosville est alors l'un des mieux situés. Vous avez cette langue de terre, le département de la Manche, qui s'avance là sur la mer. Et là, vous avez le port de Cherbourg, qui est un port essentiel pour les Français. On est proche des côtes, on est à 10 km des îles Saint-Marcouf, où se cachent les sous-marins la plupart du temps. Alors de l'autre côté, côté ouest, on est sur les îles anglo-normandes, on peut donc faire le tour, on est bien placé. Mais ces dirigeables présentent un défaut majeur. Ce sont de vraies bombes prêtes à exploser à tout moment, même au sol. Car ils sont gonflés à l'hydrogène, un gaz hautement inflammable fabriqué sur place. Les bacs que nous voyons ici sont donc des bacs à eau, ce qui est une des 3 composantes qui servaient à fabriquer l'hydrogène, donc pour les dirigeables. Alors tout ça, ça participait d'une chaîne entière de fabrication. Le tout assemblé était stocké dans des gazomètres et on insufflait le gaz directement dans les enveloppes caoutchouc des dirigeables qui étaient donc dans le hangar. À ce moment-là, la moindre erreur de manipulation peut être fatale. Il faut donc les inspecter régulièrement pour s'assurer que leur enveloppe, particulièrement fragile, ne fuit pas. Parce qu'on est sur des dirigeables en caoutchouc naturel, de l'EVA tout simplement. C'est un matériau qui est très sensible aux UV, en fait aux rayons du soleil. Le soleil désagrège le caoutchouc, donc il est protégé à l'intérieur de son hangar. Ensuite, pour ce qui est de la maintenance et de l'entretien à proprement dit du dirigeable, ce système de passerelle centrale permet au personnel d'aller voir sur le dessus, s'il n'y a pas des trous. Chaque fois qu'une mission va partir, c'est l'effervescence parmi les 250 employés de la base. Le décollage est un moment toujours très délicat. Sur les plus grands ballons, au moment de la sortie ou de l'entrée, c'est 80-100 hommes qui manœuvrent sous les ordres d'un officier de manœuvre pour que la manœuvre se fasse au mieux, à cause toujours du danger de l'hydrogène. Et il n'y a surtout aucun objet métallique dans les poches pour éviter, s'il y avait des fuites de gaz, pour éviter un problème. En quelques minutes, le dirigeable rejoint le large. La chasse aux sous-marins peut commencer. Il y a 2 types de missions pour ces ballons dirigeables. La première, c'est l'escorte de convoi qui peut arriver de l'autre côté de l'Atlantique et qu'il va escorter jusqu'au port le plus proche. La deuxième mission, c'est la patrouille. Les ballons vont sur les côtes et le plus loin possible en fonction de la météo pour repérer éventuellement des sous-marins et puis les champs de mines posés par les sous-marins. Alors pourquoi les Alliés ont-ils misé sur un engin aussi délicat à manier pour assurer leur sécurité en mer? Tout simplement parce qu'en 1917, les avions sont encore incapables d'effectuer de telles missions. Le dirigeable a une technologie beaucoup plus avancée pour ces missions-là. C'est-à-dire qu'on est sur une autonomie de vol qui est largement supérieure à l'aviation, puisque en 1917, un avion, c'est 12 heures. Donc aller-retour, ça ne marche pas. Une fois stationné au-dessus d'un convoi à près de 1000 mètres d'altitude, le dirigeable chargé de le protéger guette le moindre sillage suspect en surface. Dès qu'un sous-marin allemand est repéré, c'est le branle-bas de combat dans la nacelle.
Les plus gros dirigeables peuvent emporter 8 hommes et jusqu'à 800 kg de bombes. Certains sont même équipés d'un canon. Tout est mis en œuvre pour neutraliser l'ennemi avant qu'il ait pu lancer ses torpilles. En se positionnant au-dessus du sillage du sous-marin, ils peuvent non seulement le bombarder, mais ils peuvent aussi, si c'est nécessaire, rester faire le guet en positionnement au-dessus de ce point, ce qu'un hydravion ne peut pas faire. Et ils peuvent guider comme ça par TSF et les bateaux de surface qui, eux, vont grenader le point qui est désigné. Pour les Alliés, le recours aux dirigeables est un succès total. La plupart des attaques de sous-marins allemands sont contrées à temps. À la fin du conflit, plus de 200 d'entre eux seront portés disparus. Grâce à l'intervention providentielle des dirigeables, le front peut à nouveau être ravitaillé normalement. Les ballons dirigeables ont surtout un rôle dissuasif finalement. Dès le moment où on a su qu'en positionnant un ballon dirigeable au-dessus d'un convoi, finalement on lui assurait une sorte de sécurité, effectivement on va pas négliger cette arme-là. Il y a très peu de bateaux coulés à partir de l'été 1918, alors que c'est là qu'arrive la masse des soldats américains en Europe. Si l'histoire de ces dirigeables est restée largement méconnue jusqu'à aujourd'hui, ces engins ont donc joué un rôle déterminant dans l'issue du conflit. C'est un véritable tournant dans la guerre parce que la guerre sous-marine, elle a provoqué les États-Unis, puisqu'on a coulé des bateaux américains. Donc les Allemands qui pensaient gagner la guerre en 6 mois, en réalité, ils ont entraîné dans la guerre la première puissance industrielle du monde. Donc ils ont scellé leur sort, en réalité, et ils ont contribué à creuser leur tombe. Ironie de l'histoire, le dirigeable sera bientôt dépassé techniquement par les progrès de l'aviation, avant d'être définitivement abandonné par l'armée. Mais le hangar d'Ecosville témoigne aujourd'hui encore de cet incroyable épisode de la Grande Guerre. Tandis que dans la Manche, les Alliés ont enfin trouvé la parade contre les sous-marins, sur le front, une nouvelle offensive d'une ampleur inégalée se prépare pour enfin renverser le cours de la guerre. Nous sommes dans l'Aisne, à une trentaine de kilomètres de Reims. Cette carte d'état-major est formelle. À l'époque, ce petit coin de campagne paisible et vallonné est un village de 650 âmes. Son nom, Craonne. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Des broussailles, des arbres, mais pas de village. Où sont passées les rues, les maisons et les familles que l'on pouvait voir sur les cartes postales de l'époque? Quand vous leur montrez les cartes postales, quand vous montrez ce qui existait réellement, il y a un choc là. Vous dites, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est aussi fort qu'Hiroshima. Que s'est-il vraiment passé ici? Pourquoi et comment le village de Craonne a-t-il été rayé de la carte? Un siècle après la fin de la Grande Guerre, difficile d'imaginer que ce relief entièrement recouvert d'une végétation verdoyante abritait autrefois un petit bourg prospère typique de la campagne axonaise. On estime à peu près que c'est une des bordures de la mairie. D'ailleurs, le renfoncement est là. On voit la position de la mairie qui était dans un endroit beaucoup plus large par rapport à l'ensemble de la rue. Est-ce que c'est un mur extérieur? Moi, je pense que c'est un mur extérieur, puisque vous avez un conduit de cheminée. Il y a des petits signes comme ça qui nous expliquent la position. Il faudrait faire venir un géomètre. Ici, heureusement que l'on peut s'appuyer sur le relief pour trouver quelques points de repère. Car c'est le seul moyen d'imaginer à quoi le village de Craonne pouvait ressembler en 1914. Alors, on se trouve vraiment au milieu du village. Et d'ailleurs, vous avez la ligne d'horizon que vous voyez là entre les maisons. Vous la trouvez là-haut, exactement là-haut. Vous voyez, aura des arbres là-haut. Donc vous avez un café sur le côté gauche, là. En dessous, vous avez une quincaillerie. En dessous, vous avez une boulangerie. Et puis, vous avez la forme de la route. Vous voyez, on voit tout de suite la forme de la route, le relief de la route. Ben, vous l'avez exactement là. Là où il y a les personnages, c'est là où la route plonge vers la vallée. Quand les habitants reviennent au village après la guerre, ils ont tout perdu. C'est le chaos, quoi. C'est le désastre. Vous vous rendez compte, ils retrouvent de la poussière. Sur ces deux photos prises au même endroit avant et après la guerre, le village s'est volatilisé. Alors que s'est-il passé ici? Pour le comprendre, il faut se replonger dans le contexte de l'époque.
Au printemps 1917, l'état-major français comprend que sans une offensive majeure, la guerre pourrait durer plusieurs années encore. Or, les poilus ne tiendront pas éternellement. Nivelle, l'un des principaux généraux de la Grande Guerre, pense avoir trouvé la solution. Il attaquera sur 60 km de front, le long d'une route autrefois empruntée par les filles du roi Louis XV. La bataille du Chemin des Dames est lancée. Au Chemin des Dames doit se dérouler la dernière offensive, l'offensive victorieuse, celle qui va permettre donc de percer le front allemand et d'aboutir à la victoire. Le défi est immense, car les positions allemandes, situées sur les hauteurs d'un grand plateau, dominent celles des Français, et elles sont particulièrement bien protégées. Les Allemands se sont enterrés. Pendant plus de 2 ans, ils ont pu préparer leur défense. Et notamment, ils vont tirer parti de ce plateau particulier qui est truffé de carrières. Pour les déloger, Nivelle mise tout sur l'artillerie. Le 16 avril 1917, les canons français crachent un déluge de feu sans précédent sur la ligne de front. À aucun moment dans la guerre de 14-18, on a eu une telle concentration de canons et une telle préparation aussi intense d'artillerie. Situé sur les pentes du plateau, en plein dans l'axe de l'offensive, Craonne disparaît sous les bombes françaises. 25 millions d'obus de 75 et 9 millions d'obus de gros calibre. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir. L'impact, c'est celui que vous voyez maintenant. C'est un village complètement pulvérisé, rasé de la terre, quoi, rasé de la surface. Dès que les tirs cessent, les Français se lancent donc à l'assaut des ruines, persuadés de reprendre le village rapidement. Mais rien ne se passe comme prévu, car les Allemands se sont terrés dans les solides caves de Craonne pour échapper aux bombes. 250 caves, ça va servir de 250 abris, tout fait, où les Allemands vont s'installer et ils vont fortifier. Partout, les fantassins français sont fauchés en plein élan. La grande offensive qui devait apporter la victoire finale aux Alliés tourne à la catastrophe. Vous imaginez une forêt de barbelés. Vous faites sortir les bonhommes, ils ne peuvent pas passer. Alors que les Allemands, ils pointaient les mitrailleuses à ces endroits-là. Et moi, j'ai eu un témoignage, il me disait, il y avait des talus de morts. Ici, il y avait des talus de morts. Les mecs, ils tombaient tous à la même place. C'est inimaginable ce qui s'est passé. Vous avez des bataillons de tirailleurs sénégalais, donc un bataillon, c'est en gros 800 hommes. Il y en a qui sont pratiquement détruits à 90%. Quand je dis détruits, ce sont des morts. Hein. Après un nouveau pilonnage en règle des ruines du village, Craonne est enfin repris le 5 mai. Mais les Allemands tiennent bon sur les crêtes. Et la bataille, qui devait être gagnée en quelques jours, s'enlise finalement pendant près de 6 mois. Le Chemin des Dames est un tel massacre qu'il est aujourd'hui encore presque impossible d'évaluer précisément les pertes. Les estimations les plus fiables parlent d'au moins 100 000 morts, rien que du côté français. 100 ans après, on trouve encore un village de Craonne sur les cartes. Mais étrangement, il se situe à 500 mètres de son emplacement d'origine. Alors pourquoi les habitants n'ont-ils pas reconstruit leur maison au même endroit après la fin de la guerre? Les populations souhaitent revenir rapidement, mais peuvent très bien être victimes des nombreux obus non explosés. Peut-être 20 ou 30% des obus n'ont pas explosé. Autrement dit, le village est devenu un vaste champ de mines. Et même un siècle plus tard, la terre recrache encore année après année les stigmates de la guerre. Donc ici, vous avez l'exemple même de ce qu'on trouve lorsqu'on laboure l'hiver, les parcelles ici sur le No Man's Land. Et les archéologues nous disent qu'on va en sortir encore pendant 2, 3, 4 siècles. Les engins deviennent de plus en plus fragiles. Parce que la poudre dans ces engins-là, elle est intacte. Hein. Il suffit de regarder les cartouches. Vous trouvez sur des cartouches de guerre, vous ouvrez la cartouche, vous videz la poudre, vous l'allumez, elle explose, quoi. On a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de notre vie, vous voyez. Toujours. Dès 1918,
Les autorités décident donc de classer Craonne en zone rouge inconstructible. Mais pour empêcher l'exode de tous les habitants, il est décidé de reconstruire un village complètement neuf juste à côté. Un village qui surprend par la taille de son église et de sa mairie, presque démesurée pour une commune d'à peine quelques maisons. L'idée de départ, c'était de récupérer le maximum de population, d'où l'importance de la mairie, l'importance de l'église même. Et en fin de compte, tous les espoirs vont être déçus parce que personne ne va revenir. Pourquoi les habitants de Craonne n'ont-ils pas voulu revenir? Sans doute parce que les terres de leurs ancêtres étaient désormais maudites. On était dans les marais, les sources avaient été complètement perturbées par les obus, les fossés n'avaient pas été recreusés. Et finalement, ils vivaient dans une désolation, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et un isolement incroyable, quoi, pendant plusieurs années. Traumatisés par la Grande Guerre, les villageois ont choisi de tenter leur chance ailleurs. Le cas du village de Craonne n'est malheureusement pas isolé. Certains villages détruits n'ont d'ailleurs même jamais été reconstruits afin de les transformer en lieux de mémoire. Pour que personne n'oublie jamais l'horreur du premier conflit mondial. Car cette guerre d'un nouveau genre, extrême, totale, industrielle, a marqué à jamais les paysages et les vies de millions de personnes en France et dans le monde. Ces champs de bataille, ces édifices bétonnés, ces souterrains sinistres aux quatre coins du pays nous rappellent à quel point, un siècle plus tard, elle est présente et actuelle. Et combien les pans les plus obscurs de ce conflit sont encore parfois douloureux. Les traces cachées de la Première Guerre mondiale n'ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets.